Alors, le 3 mars dernier, l'administration Biden, la nouvelle administration, a publié un Interim National Security Strategic Guidance qui précède en fait la National Security Strategy qui sera publiée un petit peu plus tard dans l'année. C'est la première fois qu'une administration publie aussi rapidement, avant les 100 jours de son entrée en fonction, un document sur la stratégie de sécurité. Ça nous dit quoi? Alors, ça nous dit différentes choses, on y revient, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document donc intérimaire à ce que sera la stratégie de sécurité nationale et qui vient en fait expliquer d'ores et déjà ce que seront les orientations de politique étrangère de l'administration Biden. La National Security Strategy, c'est un document qui est publié tous les 4 ans par toute nouvelle administration pour expliquer sa politique étrangère et ce que va être sa politique étrangère. Et pour donner quelques indications, c'est dans son édition de 2002 que George Bush, alors président, avait pour la première fois introduit l'idée de guerre préventive, preemptive war, l'idée qu'on pouvait attaquer un pays, qu'on pouvait intervenir dans un pays pour prévenir une éventuelle escalade et un éventuel conflit. C'est un élément, c'est ça qui avait fait débat aux États-Unis puisque c'était la première fois qu'un pays s'autorisait à intervenir de manière préventive pour prévenir et éviter un conflit. Dans la dernière édition de cette National Security Strategy, donc l'édition qui avait été élaborée par Donald Trump, eh bien Donald Trump expliquait dans ce rapport, dans cette édition, que la Chine et la Russie étaient des puissances révisionnistes et donc que c'était véritablement ces deux grands pays qui menaçaient la sécurité des États-Unis avec un focus qui était fait par Donald Trump sur la compétition stratégique qui s'engageait avec la Chine et avec la Russie et qui devait structurer la politique étrangère américaine. Il avait fait disparaître en 2017 la menace climatique qui n'était pas un enjeu de sécurité pour les États-Unis et de la même manière il avait livré une version de cette stratégie de sécurité qui se voulait plus s'inscrire dans un monde de compétition de puissance plutôt que dans un monde de coopération, ce qui était quelque peu la tradition des États-Unis depuis un certain nombre d'années. Donc ce qu'on peut penser, c'est que Joe Biden, si avant même la publication de sa propre stratégie a souhaité un interim report, un rapport intermédiaire, a souhaité aller très très vite, c'est probablement pour rompre et probablement parce qu'il estimait qu'il y avait une urgence à rompre avec les grandes lignes qui avaient été tracées par son prédécesseur. Alors déjà très clairement on a un rapport intermédiaire qui veut tout de suite rapidement mettre en place ou en tout cas exprimer un virage par rapport à ce qu'était la politique étrangère de Donald Trump et bien évidemment il y a cette volonté qui apparaît dès l'introduction de ce rapport. L'introduction de ce rapport elle fait 3 pages, elle est signée par Joe Biden, donc il y a la volonté du président des États-Unis de se positionner en rupture avec ce qu'a fait le précédent président et il y a quelque chose qui est assez clair dans cette rupture, c'est qu'il n'est à aucun moment dans cette introduction question d'un quelconque pays. La Chine, la Russie, les alliés des États-Unis sont cités dans ce rapport, mais ils sont cités bien après l'introduction. Dans l'introduction, le cœur du sujet, c'est premièrement la lutte contre le changement climatique, deuxièmement la nécessité de renforcer, de relégitimer la démocratie et l'idée des démocraties, et la question des inégalités est également citée. Donc, pour Joe Biden, les défis auxquels doivent faire face les États-Unis ne sont pas des défis de puissance, enfin ou des défis face à des puissances et face à des pays, mais sont véritablement des défis beaucoup plus génériques, le changement climatique, la question démocratique, les droits de l'homme. Et ça c'est très très important et c'est probablement en ça qu'il est en rupture avec ce qui avait été fait par la précédente administration. Il y a 2 niveaux d'analyse. Une première analyse sur
Au fond, est-ce que ce rapport est vraiment, et cette politique étrangère s'annonce vraiment en rupture avec ce qu'avait fait la précédente administration, voire les précédentes administrations? Et puis la deuxième question qu'on peut se poser, c'est et quid des Européens? Quelle place pour les Européens? Puisque on voit aujourd'hui les médias en Europe, mais aussi un certain nombre d'experts européens ou de politiques européens se réjouir de ce changement de ton à la Maison-Blanche et penser qu'on va renouer avec une plus grande collaboration avec les États-Unis. La méthode de la politique étrangère, la méthode pour assurer la sécurité nationale aux États-Unis se veut très différente et elle l'est sur plusieurs points. Elle l'est d'abord sur les thématiques. On ne s'attaque plus frontalement et on n'exprime plus frontalement des puissances et des pays étrangers comme des menaces, mais plutôt des questions et des défis à relever. Donc on est dans une logique plus positive de vouloir relever des défis plutôt que de vouloir s'affronter à d'autres pays, donc le climat, les inégalités, la question de la démocratie. Il y a un accent très fort qui est mis sur la nécessité de renouer avec des partenaires, de revenir dans les négociations internationales, dans une certaine forme de multilatéralisme. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour autant, les fondamentaux ne sont pas oubliés et restent à peu près les mêmes. La Chine est très clairement le rival systémique des États-Unis. Alors c'est pas exprimé comme ça dans ce document, mais on le sent dans ce qu'il exprime, avec la volonté des États-Unis, comme l'avait fait d'ailleurs Barack Obama, de se repositionner en Asie. Le focus stratégique, l'enjeu stratégique majeur pour les États-Unis, c'est très clairement l'Asie. Et du coup, quid de l'Europe? Alors les Américains, dans ce document, expriment, comme ils l'ont exprimé au fil des discours depuis le début de la présidence Biden, la nécessité de défendre les intérêts des États-Unis. C'est assez logique, le président Biden a été élu par les Américains, il sera conforté dans sa réélection éventuelle dans 4 ans, mais également dans les élections à mi-mandat, s'il a satisfait et s'il a convaincu les Américains qu'il est le plus à même de protéger leurs intérêts. Donc on est bien dans cette logique-là, et il ne faut pas s'y tromper de ce côté-ci de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la question européenne est très peu abordée dans ce rapport. Elle est abordée à 3 niveaux et à 3 reprises. Une première fois par rapport à l'Alliance Atlantique et l'OTAN, et la nécessité de renforcer l'OTAN, de renégocier la sécurité des Européens avec les Européens, avec une deuxième allusion à cette sécurité européenne, une allusion qui est faite aux alliés, sans préciser lesquels, mais aux alliés qui doivent plus largement participer au financement de leur propre sécurité. Nous travaillerons avec nos alliés pour renforcer leur sécurité, mais aussi renforcer leur participation à leur sécurité. C'est la phrase qui est citée. Et quand il est question d'Europe en tant que telle, quand le mot Europe est prononcé, c'est pour faire référence à l'initiative COVAX, c'est-à-dire à cette initiative pour permettre aux pays en développement de bénéficier des vaccins anti-Covid. Donc on n'est pas du tout sur des questions stratégiques. Alors quelles leçons en tirer? Eh bien les leçons pour les Européens, elles sont assez simples. C'est qu'on a probablement avec Joe Biden un président qui comprendra mieux l'intégration européenne que n'avait pu la comprendre Donald Trump, qui poussera à cette intégration quand elle sert ses intérêts, et en particulier les initiatives en matière de défense servent très probablement les intérêts américains, au sens où ils doivent permettre aux Européens de financer plus largement leur sécurité. Néanmoins, l'intérêt américain ne sera jamais loin. L'intérêt de pouvoir coopérer sur des programmes d'armement qui seront à la charge des entreprises américaines, voire coopérer contre la Chine, ou en tout cas pour se positionner en face à face avec la Chine. Et là, il n'est pas sûr que les intérêts européens rejoignent systématiquement les intérêts des États-Unis.